Chirac, président de la République française sur l'environnement, la politique de l'environnement, ses lignes d'action et ses priorités, l'écologie humaniste, la protection de l'environnement, le traitement des déchets, la pollution de l'air et de l'eau, l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables et le réchauffement du climat. Orléans, le 3 mai 2001. Monsieur le maire d'Orléans, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil général, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pas à pas, Orléans et sa région sont en train de mettre en place, si j'ai bien compris, leur pôle national pour l'environnement. Et c'est l'une des grandes ambitions, monsieur le maire, de votre équipe municipale. Nous en avons parlé et je vous en félicite. La ville et le département ont de nombreux atouts pour réussir, cela ne fait aucun doute. Je viens de participer à une réunion de travail avec le comité de pilotage du plan Loire. Et j'ai été très impressionné par l'ampleur et la qualité des réflexions, des projets et des réalisations. Elle repose sur un partenariat efficace entre l'État et les collectivités locales, et comme partout en France, un fort engagement des élus. Au premier rang desquels je voudrais citer bien sûr mon ami Éric Doliger, qui préside l'établissement public d'aménagement de la Loire, qui est aujourd'hui une condition essentielle du succès. La vallée de la Loire vient grâce à vous toutes et à vous tous d'être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Elle se doit par conséquent d'être tout à fait exemplaire. Je suis heureux de constater qu'une nouvelle approche de l'écologie, une nouvelle méthode écologique est désormais à l'œuvre dans une consultation permanente de toutes les parties prenantes. Elle s'imposera pour peu qu'on le veuille parce qu'elle est nécessaire pour répondre à la gravité, le mot n'est pas trop fort, de la crise environnementale que connaît le monde d'aujourd'hui. S'il est une question en forme d'inquiétude collective qui fait de nous des citoyens solidaires, du même terre, du même humanité, par-delà les conflits d'intérêts entre les peuples, par-delà l'opposition entre le Nord et le Sud, c'est bien la question de l'environnement. Non que cette préoccupation soit nouvelle, ce n'est pas d'hier que les Français s'y intéressent. L'attachement à la nature, au cadre de vie, à la ruralité, l'engagement croissant de nos compatriotes dans la lutte contre la pollution, la diffusion des idées et des savoirs écologiques en témoignent largement. Mais longtemps d'autres défis occupèrent prioritairement nos esprits et mobilisèrent nos volontés. La poursuite de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, la mise en place de l'Europe, la décolonisation, l'angoisse de la guerre froide, l'interminable crise économique avec la tragédie d'un chômage qui allait toujours croissant. L'écologie n'était pas, il faut le dire, notre premier souci. Et tout a changé, je pense, au cours de cette dernière décennie. Certains événements ont joué un rôle de révélateur, voire de catalyseur. Je pense aux marées noires, d'autant plus choquantes qu'elles résultent de négligence humaine. Je pense à la diffusion incontrôlée d'organismes génétiquement modifiés, à la crise de la vache folle qui met en cause des pratiques contre nature, au dérèglement climatique où nous craignons de déceler les premiers effets du réchauffement de l'atmosphère. Et chacun sent bien, après les tempêtes de décembre 1999, après les inondations de Bretagne et de Normandie, avec celles dont hélas nos compatriotes de la Somme souffrent cruellement aujourd'hui, que des phénomènes apparemment naturels peuvent avoir été causés ou aggravés par l'action ou par l'inaction humaine. À travers ces événements, c'est une prise de conscience collective que nous vivons, conscience des agressions quotidiennes que nous subissons liées à la pollution de l'air, à la dégradation des eaux souterraines, aux nuisances sonores, conscient de ce qui modifie et détériore notre patrimoine naturel, qui est fragile, qui est irremplaçable, conscient de ce qui menace notre santé, en particulier la santé des plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les habitants de zones défavorisées. Depuis quelques années, le problème a changé de dimension et de tempo. Les écosystèmes mondiaux sont profondément perturbés. La pression sur les ressources dépasse déjà les capacités de reconstitution de la nature, alors que la population du globe devrait augmenter de moitié en une génération. J'ai eu l'occasion de le dire à la conférence de la l'AR récemment. Je le répète aujourd'hui, la question qui se pose est celle de notre avenir commun. En matière d'environnement, exigence rime désormais avec urgence. En un mot, il y a le péril en la demeure. Longtemps affaire de spécialistes, la protection de l'environnement est devenue un impératif éminent politique qui concerne la cité planétaire tout entière,
Il s'agit de faire prévaloir une certaine conception de l'homme par rapport à la nature. Il s'agit de rappeler ses droits, mais aussi ses responsabilités. Il s'agit de définir une éthique collective pour la prise de décision. Dans le respect des droits des générations futures, une nouvelle et grande ambition s'impose à tous. En tous les cas, à nous de faire de la France le creuset de cette nouvelle éthique et d'une autre façon de vivre le XXIe siècle, inscrire une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain. Faire le choix de l'écologie humaniste, c'est faire le choix d'une démarche qui met l'homme au centre de tout projet et lui laisse la responsabilité de son destin. C'est une approche qui part des besoins de l'homme sans prétendre entraver le dynamisme de nos sociétés, mais au contraire en l'accompagnant. Elle ne vise pas simplement à conserver un ordre naturel immuable qui n'a sans doute jamais existé. Elle est créative, pragmatique, imaginative, confiante dans l'avenir de l'humanité, confiant dans l'homme, un homme qui a compris que son sort n'est pas distinct de celui de la nature et de l'ensemble des êtres vivants. Un homme qui accepte de raisonner à long terme pour que ses actes d'aujourd'hui n'hypothèquent pas son avenir. Un homme qui continue toutefois naturellement à explorer les terres inconnues de la connaissance pour améliorer son sort et celui des générations futures, sans jamais céder à la tentation si commode de l'obscurantisme. Non pas l'homme réduit à sa seule dimension économique, l'homme qui travaille, se déplace, consomme, mais l'homme appréhendé dans la totalité de ses aspirations sociales, culturelles, spirituelles. Un homme toujours en marche, mais désormais conscient qu'il lui revient de préserver le patrimoine de la vie. Nous devons nous appuyer sur les progrès de la science et de la technologie pour construire de nouveaux modes de production et de consommation, une nouvelle relation entre l'homme et l'économie, entre l'homme et la nature. Conjuguer le développement et le respect de l'environnement, voilà le progrès. Voilà l'ambition que la France peut se fixer, elle serait alors fidèle à elle-même, à son histoire, à sa culture. Alors, au nom de cet idéal, l'écologie, le droit à un environnement protégé et préservé doivent être considérés à l'égal des libertés publiques. Il revient à l'État d'en affirmer le principe et d'en assurer la garantie. Je souhaite que cet engagement public et solennel soient inscrits par le Parlement dans une charte de l'environnement adossée à la Constitution et qui consacrerait les principes fondamentaux, 5 principes fondamentaux, afin qu'ils soient admis au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et à ce titre, bien entendu, s'imposant à toutes les juridictions, y compris le Conseil constitutionnel, comme ce fut le cas pour le préambule de la Constitution ou la Déclaration des droits de l'homme, d'abord premier principe, le principe de la responsabilité. Toute personne, toute collectivité publique ou privée consomme des ressources et pollue. Dans la limite des exigences et de la solidarité, chacun, y compris l'État, doit répondre selon la règle pollueur-payeur. Ce qui veut dire que le prix des biens et des services doit prendre en compte les coûts écologiques. Chacun, en premier lieu l'État, doit assumer les conséquences de ses actes sur l'environnement au niveau national, mais aussi européen et international. Il y a en France encore trop de laxisme dans l'application des lois environnementales. Les défaillances criantes ne se font pas sanctionner comme elles le devraient. Elles doivent l'être davantage tout en veillant bien entendu à ne pas traiter les consommateurs, les automobilistes, les agriculteurs, les entreprises comme des délinquants en puissance, alors que chacun a vocation à être un partenaire de l'action publique au service de l'intérêt général. Je souhaite aussi que la France anticipe l'adoption par l'Union européenne de sa directive sur la responsabilité. Deuxième principe, le principe de précaution. Dès 1995, la loi Barnier l'introduisait dans notre droit et l'Europe l'a consacré. La France se bat pour qu'il soit reconnu au niveau mondial devant la gravité des accidents, devant le pouvoir vertigineux que donne à l'homme le progrès technique, l'impératif de la sécurité et le souci des générations futures doivent nous conduire à systématiser l'évaluation des risques et en améliorer la gestion. S'il faut récuser toute peur, toute frilosité, toute volonté de surprotection, le risque zéro n'existe pas. Et les Français le savent, les risques potentiels doivent être correctement pris en compte en vue d'adopter des mesures préventives proportionnées. Cela suppose notamment d'améliorer le fonctionnement et la transparence des autorités indépendantes
et de mieux organiser leur dialogue avec les pouvoirs publics et les organisations professionnelles. En ce qui concerne les OGM, l'application du principe de précaution implique aussi que leur développement éventuel soit soumis à des études d'impact environnemental et sanitaire inspirées de celles qui sont prévues pour les médicaments. Troisièmement, le principe d'intégration. L'environnement, sous tous ses aspects, doit devenir un critère de décision, comme le sont déjà les considérations sociales ou financières. Toutes les politiques publiques, celles de l'État comme celles des collectivités locales, devront intégrer cette nouvelle dimension de l'action. Le moment est venu de lancer un eau divers des administrations et des politiques qu'elles conduisent. Il ne suffit pas qu'existe un ministère de l'Environnement, qui doit bien sûr être pleinement respecté et convenablement doté. Il ne suffit pas que la culture environnementale de nos décideurs publics ait évolué positivement depuis 20 ans. Ce qui ne fait aucun doute, il revient à chaque administration dans l'exécution de sa mission de s'imprégner de l'impératif écologique. Tous les ans, par exemple, chaque ministère devrait rendre public son bilan environnemental. Il revient aussi à toutes les collectivités publiques de mieux respecter l'exigence légale de la participation qui donne à chaque citoyen accès aux informations relatives à l'environnement. Et Internet peut y aider. Dans la logique de ce principe d'intégration, notre fiscalité doit faire toute sa place à l'écologie. Il ne s'agit pas de créer plus d'impôts naturellement, bien au contraire, nous devons les réduire. Nous savons très bien que la France est actuellement paralysée par un excès de prélèvements fiscaux, ou sinon paralysée tout au moins handicapée, mais nous pouvons